Je rappelle, vous êtes Pierre-Yves Rougeron. Je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président du Cercle Aristote. Fondateur du Cercle Aristote. Et fondateur du Cercle Aristote, oui, c'est ça. Donc, compte tenu des tensions actuelles dans la relation entre le Maroc et l'Algérie, force est de rappeler que vous aviez dans un passé récent déclaré que pour cacher sa débâcle économique, l'Algérie voudrait déclencher un conflit armé avec le Maroc. Au vu des derniers développements, croyez-vous que la grille de lecture économique suffit à elle seule à expliquer les déclarations belliqueuses à peine voilées de l'Algérie à l'endroit du Maroc? Alors, si vous voulez, sans vouloir m'ingérer dans une relation bilatérale de deux États que je respecte, malheureusement, ce scénario, on l'a déjà vu. Rappelez-vous, à chaque fois que l'Algérie indépendante a eu un souci, elle s'est retournée contre le voisin marocain et généralement, d'ailleurs, ça s'est mal passé militairement pour elle. Il faut s'en rappeler. Or, je crains que, et là, ce que je dis n'engage pas évidemment le peuple algérien. Donc, je sais que les Algériens ont une réputation d'être très susceptibles, mais je pense qu'ils doivent aussi voir que souvent l'Algérie qu'ils essayent de vendre existe avant tout dans une partie de fantasme. Le peuple marocain et même les autorités marocaines ne sont pas les ennemis de l'Algérie. Je ne connais pas un officiel marocain que j'ai pu croiser qui ne soit pas terrorisé par l'évolution de l'Algérie. La grande peur du Maroc, c'est que l'Algérie lui tombe sur, pardonnez-moi, mais sur les babouches, voyez, sur les godasses, voyez. Le, je n'ai jamais vu un Marocain conscient des intérêts du Maroc. Si on pouvait éviter de faire parler les supporters de matchs de foot, ça m'arrangerait beaucoup. Mais je n'ai jamais vu un Marocain conscient des intérêts marocains vouloir du mal à l'Algérie. Le problème, c'est qu'une partie des élites algériennes a, je pense, en plus du problème économique, et je n'ai pas voulu, lors de notre premier entretien, j'ai pas voulu enfoncer cette porte-là parce que je veux pas être accusé de faire de la psychanalyse du peuple algérien, je n'ai aucune légitimité pour ça. Mais je pense que, ayant croisé certaines élites du FLN, ils ont un problème avec le Maroc qui est un problème double. Je pense que, parce que je ne voulais pas sembler faire une psychanalyse du peuple algérien, j'en ai pas la légitimité, et là encore, en tant que Français, c'est pas mes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, quand on croise une partie des élites du FLN, il y a deux choses qui sont frappantes. C'est qu'il y a deux grandes pommes de discorde en dehors des aspects matériels et économiques vis-à-vis du Maroc. Il y a premièrement une sorte de, je dirais, il y a une part de jalousie sur les réussites marocaines, en termes de formation de son élite, en termes de, de gestion de la question identitaire. Par exemple, je pense que le Maroc vit beaucoup mieux le débat sur la berbérité que l'Algérie, parce que l'Algérie a une sorte de, il faut être honnête, de le FLN a une sorte de politique anti-berbérisme qui est quand même assez, et particulièrement de vexation vis-à-vis de l'identité kabyle, où on ne trouve pas l'équivalent au Maroc, en tout cas pas dans ces proportions-là. J'irais même une réussite de gestion de la question islamique, parce que l'Algérie a un vrai problème, que l'armée algérienne feint d'avoir totalement aplani de gestion de l'islamisme. Or, le Maroc est arrivé à dompter ses frères musulmans. Ils en ont eu au gouvernement du roi. Alors vous me direz, le rang islamique du roi du Maroc permet beaucoup de choses. Mais qu'on l'accepte ou pas, le Maroc a aplani une partie de l'islam régional.
Le Maroc envoie des émissaires partout en formation religieuse pour justement combattre les sectes islamistes. Le Maroc utilise à plein sa façade atlantique. Le Grand Maroc, ça va jusqu'à Tombouctou, hein, en termes d'influence. Ce n'est pas rien. Et je dis pas non plus que l'influence algérienne est nulle sur le continent, loin de là, hein. Je dis juste que beaucoup d'officiels algériens ont un sentiment de fierté mal placée vis-à-vis du Maroc, pour les réussites marocaines. Et je pense qu'il y a un autre aspect, c'est que l'Algérie, vous savez, le Maroc est un pays qui est arrivé à, par exemple, avoir une diplomatie très occidentaliste. Je crois que le Maroc est le premier allié non occidental des États-Unis historiquement, si mes souvenirs sont bons. Et ça se voit également avec la question israélienne aujourd'hui. Bon. C'est-à-dire que sans pour autant ni se mettre à dos le Proche et le Moyen-Orient, ni se mettre à dos les puissances émergentes. Là où l'Algérie a une diplomatie beaucoup plus clivante. Vous voyez, je pense qu'il y a un être au monde marocain qui gêne une partie de l'élite algérienne et qui vient peut-être du fait que l'Algérie est une création assez récente. Le Maroc est l'un des plus vieux États du monde. Et je pense qu'une partie de l'élite algérienne ne supporte pas cette réalité-là, sur laquelle elle n'a pas de prise, pas plus que nous. Tu vois, qu'on le veuille ou pas, quand Hugues Capet devient roi de France, le Maroc a déjà 150 ans. Voilà, alors que profondément, l'Algérie moderne naît en 62, profondément. Voilà. Et l'Algérie pré-moderne est née dans les années 1870. C'est un État jeune, l'Algérie. Et c'est pas un défaut d'être un État jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Aux intérêts là français, parce que moi je ne parle ni au nom de l'Algérie ni au nom du Maroc. Je n'en ai aucune légitimité. Je suis un analyste français. Or, je sais que moi, il est de l'intérêt de mon pays qu'il n'y ait pas d'escarmouche entre Algériens et Marocains. Parce que ça pourrait se terminer dans certaines de mes villes, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà que, déjà que nous, on est obligé de faire monter les flics quand il y a une rencontre Algérie-Maroc au football. Alors ici, en plus, il y avait un affrontement, je ne vous dis pas l'état de certains quartiers de certaines de mes cités. Très bien. Sur un autre registre, Monsieur Pierre-Yves, le ministre des Affaires étrangères français, Monsieur Stéphane Séjourné, affirmait récemment à Rabat que la France a toujours soutenu le Maroc dans la question du Sahara, mais qu'il est temps désormais d'avancer. Comment interprétez-vous ce terme et quel regard portez-vous sur l'état actuel des relations entre Paris et Rabat? Entre Paris et Rabat, je trouve les relations intrinsèquement mauvaises et, et la responsabilité est française. Là, pour le coup, le Maroc n'y est pour rien, ou pour pas grand-chose. Je pense que Emmanuel Macron, dans sa volonté de en même temps, dans sa volonté qui n'a pas de sens, euh, de mettre sa patte partout, alors qu'il n'a pas de vision de ses dossiers. Il a voulu tendre la main à l'Algérie. Pourquoi faire? Malheureusement, l'Algérie maintient. Et attention, le peuple algérien n'y est pour rien. Une partie du peuple algérien sait très bien que la machine FLN est une machine à mentir. Mais une partie non négligeable du FLN veut apprendre la haine de la France dès l'enfance en Algérie. Et ça, malheureusement, nous, on en a les reliquats qui arrivent ici. Vous voyez ce que je veux dire? Or, euh, le Maroc, même si nous avons parfois des différends avec Rabat, bon, vous les connaissez, hein, ils sont deux, c'est un, la question des visas, les questions migratoires, et deux, c'est la question de la lutte conjointe contre le trafic contre la culture et le trafic de cannabis. Je trouve que les diplomates français auraient mieux fait, particulièrement sur une question sur
vis-à-vis d'un allié qui ne nous a jamais planté dans le dos, qui a parfois pas interprété les contrats comme nous les aurions interprétés, mais ça, c'est le jeu. La diplomatie, c'est ça. Euh, je pense que nous avons fait une grosse erreur. Je dis pas, attention, je ne dis pas, mais il ne faut pas tendre la main à l'Algérie en isolant le Maroc, particulièrement sur la question du Sahara occidental, où le Maroc a raison. Le Sahara est marocain, point. Et faire croire à l'Algérie qu'elle a raison de faire ce qu'elle y fait n'est de l'intérêt de personne, même pas celui des Algériens. Parce que l'Algérie est en train de brûler une énergie considérable à, comment dire, à s'opposer au Maroc, énergie qui serait beaucoup mieux employée, et Dieu sait que le peuple algérien ne manque pas d'énergie, à développer l'Algérie, qui a tous les atouts pour être une puissance régionale, tous, et qui malheureusement ne l'est pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Le, je pense que le en même temps macronien ne doit pas se faire au détriment de la relation franco-marocaine. Et c'est là où le problème en plus, c'est que ces journées, il n'y connaît rien, il n'y connaît que dalle. C'est le cabinet du président qui va faire ses fiches et il risque d'encore aggraver une relation franco-marocaine qui est problématique et qui, alors qu'on devrait plutôt miser dessus parce que nous avons un intérêt immédiat. Nous avons deux intérêts immédiats, enfin même trois intérêts vitaux franco-marocains. Le premier, nous devons faire en sorte que l'islam du nord de l'Afrique soit l'islam le plus doux possible, et je sais combien le Maroc s'y emploie, pour ne pas laisser les sectes sanguinaires mettre l'Afrique du Nord à feu et à sang. Ce qui est l'équivalent d'un territoire grand comme la totalité de l'Europe occidentale, rien que l'Afrique du Nord, hein, enfin pas l'Afrique du Nord, le Maghreb, hein, mais le Maghreb Machrek jusqu'au Sahel. C'est grand comme l'Europe occidentale, et on a 3000 soldats français pour en assurer la protection. Donc à un moment, il faut se calmer. Nous avons un deuxième intérêt franco-marocain, c'est que l'Algérie ne nous tombe pas dessus, parce que vous savez comme moi que ce serait une catastrophe régionale. Et dernier point, le Maroc est en première ligne de la grande transition démographique des peuples subsahariens qui remontent vers le nord. Vous voyez très bien la différence entre Maroquis et Maraki. Bon, on est d'accord. Bon, je sais que ça inquiète les autorités royales. Et je sais que ça inquiète également l'État algérien. À un moment, nous devrons co-gérer ces flux migratoires, dont les pays maghrébins seront les premières victimes, même avant nous. D'accord? Et bien sûr, l'Afrique elle-même qui en sera victime. Donc, nous avons des tas d'intérêts en commun qui sont des intérêts vitaux, parce que je ne suis pas certain que le Maroc puisse prendre, mettons, 5 millions de subsahariens. Or, le sud du Sahara va doubler de taille. Je pense que vous le savez. Or, alors que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, un peu moins l'Algérie, ont quasiment terminé leur transition démographique. C'est devenu rare une famille marocaine à 6 ou 10 enfants. C'est devenu rare, on est d'accord. Bon, ce n'est pas si rare que ça dans certains pays au sud du Sahel. D'accord? Donc, à un moment, nous avons de véritables intérêts. Alors, j'en veux pas à ces journées de ne pas les voir, hein, si vous voulez. Je pense que c'est très au-dessus de sa compétence. Mais j'aimerais qu'on ne fragilise pas plus, vu les intérêts que nous avons ensemble, qu'on ne fragilise pas plus nos relations bilatérales. Très bien. Dans le même sillage, Monsieur Pierre-Yves Rougeron, aujourd'hui, d'éminents historiens et spécialistes en relations internationales, à l'instar de Monsieur Charles Saint-Pro, de Monsieur Bernard Lugan,
affirme que le Maroc est en droit de réclamer son Sahara oriental, rappelant que des régions comme Kolomchar, Tindouf, Touat, Tidikelt et Tamanrasset étaient historiquement marocaines et dont les populations prêtaient allégeance encore il y a tout juste 60 ans au sultan du Maroc. Qu'en dites-vous? À titre personnel, vous savez, là, pour le coup, autant d'un point de vue culturel et historique, je ne peux évidemment, face à de telles sommités, qui sont en plus deux amis personnels, enfin, de gens qui me font l'honneur de leur amitié, si vous voulez, je n'ai aucune qualité pour renchérir sur deux esprits de cette profondeur. Je demande juste, et je sais à quel point les autorités marocaines peuvent être sages. J'en appelle à la sagesse d'un homme que j'admirais énormément, qui est la sagesse d'Hassan II. Malheureusement, le Maroc est l'un des seuls pays à avoir la profondeur de pensée pour voir les intérêts de l'Afrique du Nord. Il y a, il y a d'autres hommes de bien en Afrique du Nord, hein. Le, il y a le maréchal Sissi. Alors, certes, on est au Machrek. Il y avait Kadhafi. Mais malheureusement, Kadhafi, et mon pays malheureusement n'y est pas pour rien, n'est plus là. Donc l'un des seuls pays qui reste sur toute la bordure de la Méditerranée, qui reste solide, la Tunisie a beaucoup souffert, vous le savez, c'est le Maroc. Je comprends l'ambition marocaine, mais je vous en conjure, vous en faites ce que vous en voulez, je n'ai aucune légitimité d'ingérence. C'est en tant que vieil allié que je vous n'entrez pas dans une guerre de frontières. Je comprends tout à fait que, vu comment l'Algérie vous a embêté sur la question du Polisario, que vous voulez rendre l'appareil. Parce que vous avez aussi une fierté en tant que peuple marocain, je le comprends tout à fait. Mais je vous en conjure, mes amis, ne vous enferrez pas là-dedans. Vous vous rendez compte qu'avec les Algériens, si on remet encore une pièce dans le jukebox, vous allez supporter les attaques de l'Algérie, les railleries, vous allez supporter ça pendant des décennies. Il faut aplanir définitivement ces questions. Le Maroc est un État qui se développe, qui réussit des tours de force de lier tradition et modernité. Vous n'avez pas de temps à perdre à vous chicaner avec le FLN. Parce que à ce jeu-là, et vous le savez, à ce jeu-là, ils sont doués, en plus. Parce que s'il s'agit de pourrir l'ambiance, ne les sous-estimez pas. Je pense que vous les connaissez mieux que moi. Donc, voilà, vous savez, oui, historiquement, il y a des contentieux territoriaux. Mais je pense que le Maroc maîtrise très bien son développement et n'a pas à tomber dans le piège à loup de... Imaginez toute l'énergie marocaine qui sera gâchée à récupérer ces territoires qui, que l'Algérie ne lâchera pas, sauf conflit armé. Et vous le savez. Voilà, je vous en conjure, pas de... Et je vous dis pas ça uniquement par rapport aux intérêts français, qui sont les seuls dont je peux légitimement parler. Je dis ça aussi parce que je suis très admiratif du modèle de développement marocain sur certains points. Ne gâchez pas tout le travail que vous avez fait. Quand on voit ce que le peuple marocain a réussi depuis Mohamed V, vous pouvez être fier de vous. Donc, ne, 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 ne tombez pas dans les conneries de revendicatives. Ça va vous plomber. Et ça va plomber toute l'Afrique du Nord. Très bien. Quatrième et dernière question, monsieur. Lors d'une conférence en 2018, au cours de laquelle vous aviez présenté le numéro de votre revue Perspectives libres sur la France et l'Algérie, vous aviez Tout à fait. affirmé que le Maroc va être une grande puissance de l'espace atlantique, aire naturelle de l'expansion marocaine.
Une déclaration prémonitoire étant donné l'initiative atlantique récemment annoncée par le roi Mohamed VI. Quels sont les points forts du Maroc dans cette politique atlantique selon vous? Alors, tout, sa pérennité et son histoire. Le, le, le Maroc, d'un certain côté, le Maroc s'est magnifiquement adapté, là où toute l'Afrique du Nord a plié, à la présence turque. Comme je vous l'avais dit la première fois, les janissaires ne sont jamais entrés au Maroc. Trop à perdre. Les Turcs ne sont pas entrés au Maroc. Néanmoins, l'influence turque allait jusqu'à l'Algérie comprise. Mais l'Algérie, c'était de toutes petites principautés. Il n'y avait pas d'algérianité, si vous voulez. Le nationalisme tunisien est né face aux Turcs. L'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bernard Lugan en parle très bien, d'ailleurs. Le... Or, le problème, c'est que le Maroc a compris qu'au lieu, justement, de se mesurer avec les Turcs, qui ne se seraient pas mesurés à beaucoup, hein. Vous savez, pour les Turcs, l'Algérie, c'était juste un tribut, hein. Point. Vous payez ou on vous envoie les janissaires. La Turquie n'avait pas d'ambition pour cette région. L'Empire ottoman, pardonnez-moi, n'avait pas d'ambition pour cette région. C'est loin quand on est depuis Istanbul, hein. C'est loin. Donc, or, le problème, c'est que le Maroc s'est dit, bon, si les Ottomans sont là, nous, on va utiliser par tous où ils ne sont pas. Et c'est là où le Maroc s'affirme comme pays atlantique. Et je pense que le Maroc a trois grandes forces actuelles pour aider pour aider cet espace. Premièrement, le Maroc peut aider à gérer une partie des questions islamiques locales. Ça par sa diplomatie religieuse. Deuxièmement, par l'intelligence des jeunes entrepreneurs marocains qui sont extrêmement bien formés dans des points très techniques. Je pense à la téléphonie, par exemple. Eh bien, ils ont réussi à tisser une toile d'influence de petites PME et TPE marocaines qui descendent très loin dans l'espace atlantique africain. Alors, je connais bien l'exemple de la téléphonie, par exemple, mais je sais que c'est également le cas d'autres types de PME. Ça, deuxième avantage marocain. Troisième avantage marocain, c'est que le Maroc a encore une diplomatie à l'ancienne. Vous n'avez pas, vous savez, pour l'instant, nous, on doit guérir de beaucoup de choses, vous savez. Nous, on a une diplomatie, nous, on a l'Union européenne, on a le wokisme, ce qui est une seule et même chose d'ailleurs. Donc, nous, on a des pathologies, si vous voulez, qui fait qu'on ne veut pas regarder le nord de l'Afrique tel qu'il est. Parce que nous, on a une fièvre idéologique. Donc, laissez-nous prendre un Doliprane idéologique, d'ici quelques années, on ira mieux. Vous avez encore une diplomatie à l'ancienne, c'est-à-dire que vous comprenez l'espace africain. Vous comprenez l'espace atlantique africain. Vous ne le regardez pas avec l'œil énamouré des droits de l'homme et de la Gay Pride, ce qui, objectivement, dans cette zone-là, marche très moyennement. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça, c'est des problèmes de diplomates français, hein. Or, vous avez cette chance-là. Et les trois cumulés, vous avez des entrepreneurs qui sont prêts à y aller. Vous avez les anticorps naturels contre les surinfections islamiques des plaies ethniques régionales. Et vous avez l'intelligence de regarder la réalité ethnique africaine telle qu'elle est. Donc vous avez à la fois la compréhension du terrain, la complémentarité du terrain et les hommes pour arpenter le terrain. Bon, c'est pas si mal quand on part en expé. C'est pas si mal. C'est bon, on peut toujours faire mieux,
mais c'est déjà un bon début.